et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Bonsoir et bienvenue dans votre deuxième émission 97.4 Foot, le magazine consacré au football réunionnais sur Télé Créole. Chaque mardi soir, on va parler de la deuxième journée du championnat, mais d'abord cette image de joie, celle d'Alexandre Delnard, joueur de l'équipe des Marsouins à la suite de ce penalty qui vaut le 4e but pour son équipe qui a largement gagné à Sainte-Marie. Ça, c'est la grosse surprise de cette deuxième journée. Alexandre Delnard qui, vous le savez sûrement, depuis quelques années maintenant, avait joué à Sainte-Marie où il y a passé, nous avait-il confié d'excellents moments. Donc tout heureux, et c'est la belle surprise donc de cette deuxième journée du championnat. On reçoit dans notre magazine Kevin Assati. Kevin, bonsoir. Bonsoir Alain. Kevin qui est le plus jeune entraîneur de la première division locale, 30 ans, l'entraîneur de Sainte-Suzanne. Kevin, comment vous avez été contacté par cette équipe? Comment est venue l'idée à ce club de vous contacter pour tenter votre première belle expérience parmi l'élite locale? Comment l'idée leur est venue? Ça, je ne peux pas être dans la tête des dirigeants, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants m'ont contacté, m'ont exposé le projet du club et m'ont exposé aussi les différentes valeurs du club. Je me suis retrouvé, moi j'ai entraîné à Saint-Philippe dans un club avec des valeurs très familiales et aujourd'hui à Sainte-Suzanne c'est ces valeurs-là qui sont mises en avant par les dirigeants et avec de l'ambition et un travail à effectuer dans le projet du club et aussi surtout sur le terrain avec des résultats. Donc ça m'a tout de suite plu, le discours du président M. Raupin m'a convaincu de me lancer dans l'aventure et d'autant plus que voilà, j'étais pas en attente précise. Je n'étais pas demandeur. Je n'étais pas demandeur forcément, je n'étais pas en attente précise de commencer ma carrière d'entraîneur en R1 à 30 ans, mais l'opportunité s'est présentée et ce serait bête de rater des opportunités aussi belles que celle-ci parce que c'est un groupe aussi de qualité qui était là et avec un passé proche, très très riche et qui donne envie. Alors, comme tout entraîneur, comme toute équipe, évidemment, on souhaite commencer du mieux possible une saison de football. Vous avez bien commencé, sauf que vous n'avez pas de résultat pour l'instant. Défaite sur votre terrain contre Sainte-Marie. Et puis, dimanche après-midi à Saint-Joseph, vous perdez 2-0. On pourrait penser, en regardant uniquement ce résultat, c'était chose facile pour les Saint-Josephois. Pourtant, au-delà du résultat, vous n'avez pas trop de regrets. Non, d'autant plus que dans ces deux rencontres, on savait très bien quand le calendrier est sorti qu'on était plutôt outsider sur ces deux rencontres. Sainte-Marie, c'est une grosse écurie du championnat, on ne va pas se le cacher. L'année dernière, avec Wilson, Clara qui arrive en cours de saison, les résultats ont pris une nouvelle ampleur. Et l'Excelsior, c'est l'Excelsior, c'est le top 3, c'est des coupes, un palmarès bien garni ces dernières saisons. Donc Sainte-Suzanne qui a 10 ans d'existence et qui a effectivement garni son palmarès sur les 2 dernières saisons, reste encore un club en apprentissage par rapport à ça. Donc d'un côté on était outsider, mais de l'autre côté on avait bien travaillé pendant la préparation d'avant-saison et on a appris plein de choses, on a eu des certitudes sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on va faire pour la suite. Malheureusement, effectivement, contre l'Excelsior, on n'a pas été payé. L'Excelsior gagne un match 2-0 sans frapper au but une seule fois et sans avoir une opportunité réelle de nous mettre en danger. On a fait des erreurs de jeunesse, je parle de l'effectif dans son ensemble, parce que effectivement les erreurs, ce sont plutôt des joueurs cadres qui l'ont faites, mais on est sur la bonne voie et on a appris plein de choses et je pense que dès la 3e rencontre du championnat, on va rectifier le tir et marquer nos premiers points et sortir de cette zone-là. 3e rencontre, ce sera donc à domicile contre la Tamponnaise. Alors des images de cette deuxième journée, on va commencer par vous emmener du côté du stade de Duparc à Sainte-Marie, où les Sainte-Mariens se sont fait surprendre, mais alors là, de quelle façon, par les Marsouins de Saint-Leu. L'essentiel de cette rencontre. Les choses vont quelquefois très vite en football et on en a eu la preuve encore dimanche après-midi au stade de Duparc où les Marsouins de Saint-Leu, qui avaient réussi une bien belle performance la semaine dernière face à la Jeanne d'Arc, c'était à domicile, se devaient de voir comment ils pouvaient voyager. Et puis Sainte-Marie qui avait bien gagné à Sainte-Suzanne contre cette équipe des Marsouins cet après-midi sur leur propre pelouse, les choses semblaient plutôt bien embarquées, dira-t-on.
Après quelques semaines où ils ne s'étaient pas vus, voire quelques mois pour les joueurs, voire les coachs, c'était l'occasion donc de se retrouver et offrir du beau spectacle. Il y avait un petit peu de vent, il y avait du soleil, il y avait du public et sur le terrain une affiche quand même intéressante entre deux équipes qui n'avaient pas perdu lors de la première journée. La première faute, elle est saint-leusienne, elle est relativement sèche sur le joueur saint-marien qui va finalement s'en sortir plus de peur que de mal, mais ça montre quand même l'engagement qui a prévalu dans cette rencontre jusqu'à la 24e minute lorsque Bouraïm joue pour Florent Ishiza, très offensif. Ishiza qui centre impeccablement dans les pieds d'Agezo. Agezo, arrière central, qui était parti, prêtait main forte à ses attaquants. Il a eu raison. Le ballon donc lui permet de marquer le premier but de son équipe. 1-0, 24e minute, mais réaction quasiment immédiate de l'équipe des Marsouins de Saint-Leu avec Lucas Ada qui, sur cette belle frappe croisée, trompe le gardien Alexandre Catherine. Ça fait un but partout. À peine le temps de remettre en jeu, les choses, je vous le disais, vont aller très vite en l'espace de 10 minutes. Eh bien, les Marsouins vont marquer tout simplement 3 buts. On a vu le premier, voici le deuxième. C'est Damien Ludovic qui ne se pose pas de question d'une frappe pourtant dans un angle totalement réduit et qui trouve la lucarne opposée des buts du gardien saint-marien. Ça fait 2-1. Les Marsouins renversent la tendance. Et c'est pas fini puisque à la 37e minute, c'est-à-dire à peine 9 minutes plus tard, Olivier Huette, ex-joueur de la Petite Île, va y aller de son petit but face à des Saint-Mariens qui n'ont même pas eu le temps de voir venir. Ils n'étaient pas organisés. Les longs ballons joués par l'équipe des Marsouins ont été particulièrement très difficiles à contrôler par la défense saint-marienne qui s'est faite surprendre à plusieurs reprises. Olivier Huette donc porte le score à 3-1 à la pause. Qui l'eût cru? C'est l'occasion pour les deux coachs de procéder à quelques changements pour ou bien stabiliser côté des Marsouins de Saint-Leu par exemple, alors pour redonner du peps sur le plan offensif du côté de la Sainte-Marienne. Mais rien à faire. Bourabia qui fait ici son entrée va, comme ses autres partenaires, avoir beaucoup de mal pour s'exprimer sur cette pelouse un peu bosselée tout de même. Les Marsouins qui ont le vent en poupe vont marquer un 4e but à la suite de cette faute de Ando sur Mia. Un pénalty incontestable que se charge de transformer Alexandre Delmar. 4-1. Déjà, on est venu pour faire un match nul. Parce qu'on a vu 2 points, il fallait rester sur le 2 points. On a dit, les gars, ouais, on a une petite équipe, mais on joue beaucoup avec le cœur, tout ça. On a dit, on y croit. On a encaissé le premier but, on n'a pas découragé. Qu'on a vu, on a égalisé. On a marqué le 2e, 3e. On dit, ben, là, il faut tenir le score. C'était votre ancienne équipe, ça? Voilà, c'était mon ancienne équipe, toujours dans mon cœur. Et c'est le club qui a vécu beaucoup de choses, c'est la Sainte-Marienne. Et j'ai toujours un grand respect pour la Sainte-Marienne. C'est toi qui marque le pénalty. Tu étais désigné pour le faire ou pas? Ouais, j'étais désigné pour faire le pénalty en 2e tireur, mais comme Huette était le premier, Huette avait sorti. Bon, après, j'ai pris mes responsabilités. Je vais tirer, voilà. J'ai marqué, je suis content. Et j'ai fait un gros coucou à ma femme Élise, et ma petite fille, et Mérisa, et toute ma famille. Voilà, donc des Marsouins de Saint-Leu qui engrangent 4 points importants à l'extérieur après les 2 points donc acquis la semaine dernière face à la Jeanne d'Arc. Autre rencontre importante, c'était au stade de l'Est Jean-Yves Oula où le Saint-Denis Football Club recevait la Saint-Louisienne. Les Dionysiens, eux, avaient gagné lors de la première journée à 3 bassins alors que les Saint-Louisiens avaient été battus par le champion titre, la Saint-Pierroise. On s'attendait à une réaction Saint-Louisienne, un match un peu tendu tout de même, mais ça s'est passé globalement, on dira, de la meilleure des façons, surtout pour les Dionysiens, et qui n'ont pas raté l'occasion d'engranger 4 nouveaux points. Stade de l'Est, Jean-Yves Oula, Saint-Denis Football Club, Saint-Louisienne. On avait un plan, on a mis en place, les joueurs ont accepté ce qui était demandé et ils ont été récompensés à la fin, c'est surtout ça l'essentiel. Le Saint-Denis Football Club a sans doute trouvé en Fred Vachetier le coach qui lui a longtemps manqué pour aller au bout de l'histoire. Côté Saint-Louisien, l'analyse de Cédric Ecker est sans concession pour ses joueurs. Je ne sais pas si le match de Saint-Pierre nous a gonflé les chevilles, nous a gonflé la tête là et on n'est pas dans le coup, Par rapport à ce qu'on a montré là, on n'est pas dans le coup. Il faudra qu'on se reprenne vite, qu'on se remette vite en cause parce que le football ça va très vite. Et Cédric Ecker, en vieux briscard, aujourd'hui entraîneur, sait de quoi il parle. Nous, on revient au coup d'envoi de cette rencontre avec une première occasion pour l'équipe saint-louisienne, précisément Mohamed El Madagri, l'une des recrues phares de cette équipe saint-louisienne, voit sa reprise être détournée sur le poteau des buts de Nicolas Château. On est chaud au côté dionysien.
Les Dionysiens qui vont quand même trouver l'inspiration pour se créer beaucoup d'autres occasions ensuite avec cette frappe par exemple d'Ambroise Bègue qui a bien failli surprendre l'excellent Thierry Goré, toujours fidèle au poste. Et c'était la 79e minute que le Saint-Denis Football Club, à la suite de cette action, va ouvrir le score. Un ballon parti d'abord de la gauche. Goré peut claquer, mais la remise de son partenaire dans l'axe n'est pas forcément une bonne idée. Et c'est Jonathan Alpou, 34e minute, qui surgit et trompe le gardien saint-louisien pour l'ouverture du score. Il passe entre deux défenseurs. Le tir un peu contré prend contre-pied du reste le gardien Thierry Goré. 1-0 à la pause. En seconde mi-temps, on reste avec des Dionysiens qui vont se créer là encore plusieurs occasions de but. Là, c'est le poteau qui renvoie cette frappe de Mohamed Assoumani, très actif. On connaît sa pointe de vitesse. C'est sans doute le choix de Fred Bachely qui était plutôt payant. On assiste à de nombreuses occasions côté dionysien. La défense de la Saint-Louisienne a beaucoup de mal pour contrecarrer les attaques particulièrement rapides de l'équipe dionysienne. Là, c'est Sébastien Cabedi qui va arrêter de ce ballon transmis par Joël Damour. Il fait ce qu'il faut, mais finalement se fait contrer au tout dernier moment. 1-0, c'est toujours bon à prendre. La domination, elle est nette. Mais ça ne suffit pas, car les Saint-Louisiens, on le sait, ne lâchent jamais le morceau à l'avance. On avait comme plan de jeu cet après-midi, c'est de les attendre, d'avoir un petit peu plus de possibilités dans leur dos, avoir un petit peu plus d'espace dans leur dos, dans le dos des défenseurs, pardon. Et puis bon, ça a payé puisque sur les 2 buts qu'on met, c'est un petit peu dans cette configuration-là. L'essentiel pour nous, c'était surtout de ne pas perdre et de bonifier la victoire de la semaine dernière. Mohamed Assoumani, très actif sur le flanc d'attaque, sera récompensé à la 79e minute en prenant de vitesse la défense centrale saint-louisienne. Il est tout heureux, Mohamed Assoumani, lui qui a été appelé par Jean-Pierre Bade dans la présélection qui va se préparer prochainement pour disputer les Jeux des Îles 2019. Ce sera à l'île Maurice au mois de juillet prochain. On revoit ce bon contrôle. Cette frappe, il ne laisse aucune chance à son adversaire. Pour le 2-0, le break est fait à ce moment-là. Les Dionysiens peuvent souffler quelque peu, même s'ils ne s'en contentent pas. Ils continuent à multiplier les attaques, malheureusement pour eux. Nicolas Château, sur cette sortie un peu kamikaze, va commettre la faute sur Christopher Pitti. Nicolas Château, qui n'avait peut-être pas eu suffisamment de travail à faire, voit l'arbitre lui brandir le carton rouge, ce qui donc signifie une expulsion directe. Il sera remplacé par Thomas Lebon, mais en cette fin de match un peu mouvementée quand même, il va y avoir une autre attaque très tranchante de l'équipe dionysienne avec Assoumani qui prend de vitesse Zadi, qui commet la faute, pas très jolie, le ballon était bien plus loin. Il est expulsé à son tour Lionel Zadi, mais ce qui est le plus important quand même, c'est qu'Assoumani devra quitter ses partenaires en boitant bien bas. On ne sait pas encore quelle est la gravité de sa blessure, mais le Saint-Denis Football Club réussit l'essentiel, gagne 2-0. On peut dire ça, puisqu'on est à 2 victoires d'affilée, donc c'est un petit peu c'était vraiment pas l'objectif réel, mais c'est d'arriver à 6 points là aujourd'hui. On est à 8, donc on a 2 points de plus. On a un déplacement très compliqué ce week-end. On va se préparer correctement cette semaine et le plus dur commence, je pense. Des Dionysiens qui sont donc en tête aux côtés d'autres formations comme la Capricorne ou comme la Saint-Pierroise, donc avec 2 matchs et 2 victoires. Kevin Assati, notre invité d'aujourd'hui. Kevin, on a dit que vous êtes jeune, mais vous avez toujours été dans le football. Vous avez joué au football déjà par le passé, j'imagine. Oui, quand même. J'ai, comme la plupart d'entre nous, signé ma première licence à l'âge de 6 ans, donc dans un club de la Saint-Joseph, Sport Club. Ensuite, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la Excelsior avant d'aller faire mes études au Canada et où effectivement j'ai joué aussi un peu dans l'équipe universitaire. Et après, les études m'ont emmené du côté de la Lorraine et où j'ai joué à Forbach. Et à Forbach, on était en DH et on a vécu une accession en CFA2. Et après, à Paris, l'équipe universitaire, encore une fois, parce que les études étaient plutôt ma priorité à ce moment-là.
avant de rentrer à La Réunion en 2011 et de jouer à la J Petite Île sous les ordres de Abdi Aki et de Jimmy Bello en l'occurrence. Après, il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix entre jouer et entraîner. Et on va dire que entraîner a pris le pas sur continuer à jouer malgré aucune blessure et malgré ma bonne forme physique. Donc voilà un petit peu le parcours. Vous vous définissez comme étant un éducateur ou un entraîneur, un coach au sens du terme le plus simple, on dira coach meneur d'équipe, meneur d'hommes? Je pense que les deux termes ils se valent. Un entraîneur, le plus expérimenté d'entre nous, que ce soit Christian Dafreville ou Jean-Pierre Bat, sont des éducateurs en puissance parce que forcément il y a des anciens, il y a des jeunes joueurs qui intègrent et que forcément nous on veut en tant qu'entraîneur inculquer nos valeurs personnelles, nos valeurs d'équipe, nos valeurs qui nous semblent importantes pour gagner des matchs. Et donc non, il n'y a pas de dissociation entre les deux. Aujourd'hui, je prends un réel plaisir d'être dans la compétition et d'entraîner et de jouer pour la compétition. Après, on reste éducateur dans l'âme et d'ailleurs mes différentes expériences montrent qu'on peut faire les deux à la fois. On va parler de votre expérience au sein donc, de la Ligue régionale de football, dans le staff technique, au cours de ces dernières années. Mais d'abord, retour sur le terrain pour un autre match qui s'est disputé au stade Lambrakis du Port. La Jeanne d'Arc, une des belles équipes de l'année dernière, dauphin de la Saint-Pierroise, faut-il le rappeler, vainqueur de la Coupe de France régionale, recevait pour la première fois l'équipe de Trois-Bassins. Première fois à domicile, évidemment. Après le match nul de la semaine dernière, gagné, engrangé, arraché, comme vous le souhaitez, du côté de Saint-Leu face au Marsois, eh bien, les Portois n'ont pas raté devant leur public, toujours très présent, l'occasion d'engranger 4 points importants, histoire de se donner confiance. Jeanne d'Arc, Trois-Bassins. On a travaillé sur 2 systèmes de jeu, donc voilà, celui-là, bon, c'est vrai, on n'a pas beaucoup travaillé, c'était prévu lors de notre dernière semaine de préparation, qu'on n'a pas pu le faire avec les 2 matchs amicaux qu'on a ratés. Donc on a travaillé cette semaine même en l'absence de Razo. Donc vendredi soir, on a pu, à travers notre mise en place, rectifier les derniers petits détails, ce qui a fonctionné. Maintenant, c'est sûr, tout n'a pas été parfait, il reste encore du boulot à faire. Donc on va travailler et apporter les réglages qu'il y a à apporter. Jeanne d'Arc, Trois-Bassins, c'est sans aucun doute une bien belle histoire d'amour qui remonte à de longues années, à des échanges de joueurs. Beaucoup de Portois sont partis jouer du côté de Saint-Paul, mais également donc de cette équipe de Trois-Bassins sur les hauteurs de l'Ouest. Et ça crée forcément une certaine rivalité saine. Tenez, regardez Jean-Marc Stréport et Pascal Buteau à gauche. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais c'est une poignée de main qui dure un petit peu. De notre côté, il y a aussi des garçons comme Adrien Bord qui étaient conscients de l'enjeu. On savait surtout que c'était un gros derby par rapport à Trois-Bassins, parce que moi, il y avait d'anciens Portois qui étaient là-bas. Et après aussi, ça nous tenait à cœur, parce qu'au Marsan, on avait fait on va pas dire une faute, mais bon, on devait gagner, je pense, le match. On avait loupé beaucoup d'occasions et on avait à cœur de surtout gagner ici chez nous. Les derniers joueurs portois partis dans les hauts de l'Ouest, du côté de Trois-Bassins, Ludovic Lagourde par exemple, le capitaine de cette équipe de la Jeanne, encore l'année dernière. Il y a Pascal Buteau, l'entraîneur, vous le savez, son fils, Menric Tatel. Donc il y avait de quoi, on dira, aiguiser une certaine envie de mieux faire que son adversaire. Et vous le voyez, tout de blanc vêtu. Ce sont les Portois qui sont les premiers à se montrer en évidence. C'est la 2e occasion devant la cage de Damien Vinqueta-Sala. Antoine Razolov sur qui les années ne semblent pas avoir de prise et bien à la pointe de cette attaque portoise. Et pourtant c'est Trois-Bassins ici, vous le voyez, sur cette balle qui est renvoyée par la transversale du gardien Grégory Posé, qui ensuite claque et se couche sur cette balle avec beaucoup de réussite, c'est vrai, mais ça fait partie du jeu. Et l'équipe de Trois-Bassins donc a raté l'occasion, pourquoi pas, d'ouvrir le score, même si le match était encore bien long après, vous l'imaginez. Du coup, on revient sur ces attaques portoises qui se multiplient, elles sont beaucoup plus mordantes, elles sont beaucoup plus nombreuses. Et que ce soit du côté gauche ou ici, du côté droit, ça passe devant la cage de Vinqueta-Sala, ou alors juste à côté, comme ce tir de Dina qui passe au-dessus de la cage Trois-Bassinoise. Donc toujours 0-0, les minutes s'écoulent. Les Portois ont vraiment
Le match en main, vous les avez dénombrés sûrement 5 voire 6 occasions. Celle-ci, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne. Parce que l'arbitre avait levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. On est quand même un peu frustré par rapport au nombre d'occasions qu'on voit en première mi-temps que la Jeanne s'est produite et qui ne marque pas. En fait. C'est sûr, on est frustré depuis la semaine dernière. Comme j'ai dit aux garçons, par rapport à la semaine dernière au Marseille, il faudra faire mieux ce qu'on a fait. Surtout faire mieux sur le plan technique, sur le plan de la transmission, sur le plan de la finition, comme on dit. On a eu encore de nombreuses occasions ratées. Après, comme j'ai dit, voilà. Je suis content pour un garçon comme Elie, aujourd'hui il a marqué, ça lui met en confiance et j'espère que ça va appeler d'autres buts. Quels sont les objectifs cette année? Pour le moment, c'est prendre match par match. C'est vrai que l'année dernière on a fini deuxième, donc on est un peu attendu partout, mais sinon ça c'est prendre plaisir tous les week-ends et essayer de faire mieux. Même scénario au retour des vestiaires avec beaucoup d'occasions pour l'équipe portoise quand même sur ce coup franc. Bien frappé, mais Vanketa Sala qui a réalisé un superbe match, évidemment dans les buts de Trois Bassins, fait front et c'est lui qui repousse les derniers dangers de l'équipe portoise qui se dit au fil des minutes comment faire pour déverrouiller tout cela. Là, c'est le poteau qui sauve Vanketa Sala, décidément. C'est sûr qu'on n'est pas assez efficace, on le dit souvent à l'entraînement, on travaille tous les jours. Mais voilà, nos attaquants ils seront plus en confiance pour les prochains matchs à venir. Donc, au moins il y a déjà la victoire et voilà, ils ont marqué quand même aujourd'hui. Car vous l'avez bien compris, la Jeanne d'Arc finira par marquer par Abdou Asman, l'un des plus petits joueurs par la taille sur le terrain, mais c'est lui qui se joue de toute la défense de l'équipe trois-bassinoise pour marquer ce premier but, parce qu'il y en aura, vous l'avez deviné, un autre. On joue pour l'instant à la 68e minute, enfin la Jeanne d'Arc est libérée. On revoit ce centre, il est dans le bon tempo Abdou Asman, 1-0 pour les Portois à ce moment-là. Là on est encore en rodage, c'est le deuxième A de la saison, donc on a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc on est encore en plein rodage. Après là, le match d'aujourd'hui difficile, donc il faudrait que techniquement on hausse le niveau du jeu. Donc il faut aussi savoir que quand on joue à l'extérieur, quand c'est 0-0, il faut savoir rester en place et défendre et attendre notre moment fort pour attaquer. Donc ce qu'on n'a pas fait cet après-midi et ça nous a coûté 2 buts. Donc les erreurs à ne pas répéter la prochaine fois. Deuxième erreur et deuxième but quelques minutes plus tard. Fatima Issoufi est à la conclusion et il fait le break, libère cette fois de manière définitive l'équipe de la Jeanne qui l'emporte sur le score de 2-0. Trois Bassins n'a pas à rougir, c'est vrai, c'est un promu qui a tout à prendre, le disait encore Pascal Ngongue. Ils s'y mettront, ils y arriveront, mais pour l'instant, les 4 points sont portois. À titre personnel, tu te sens comment dans ce groupe portois? Je me sens très bien, ils m'ont bien accueilli. Après les supporters aussi, c'est super ici, donc voilà, je me sens bien. J'ai fait une passe D, donc ça va. Tes objectifs cette saison? Finir le plus haut possible, on va dire, comme toujours. Et voilà, aller loin dans les coupes et donner le meilleur de moi pour l'équipe, pour qu'on puisse jouer le haut tableau et jouer sur tous les tableaux. Donc du coup cette année, la Jeanne, ils auront un nouvel Adrien Bord. Oui, c'est sûr que par rapport à l'année dernière, je pense que j'ai des choses à prouver, que ce soit à moi-même ou à tout le monde, mais comme j'ai dit, il faut continuer à travailler. Ça, on verra après. Maintenant, comme je dis, il ne faudra pas dormir sur nos lauriers. Le plus dur reste à venir. La saison est encore longue. Comme j'ai dit, la Jeanne, c'est une équipe qui travaille. Ce n'est pas une équipe qui claque les doigts, qui gagne ses matchs. Par rapport à tout ce qu'on peut dire. Maintenant, comme je dis, on va continuer de travailler et avancer sereinement. Les objectifs avec Trois Bassins cette saison? L'objectif c'est le maintien. C'est le maintien. Nous on est des promus, on est une petite équipe, donc voilà, les Trois Bassins en pleine construction. Donc là cette année c'est le maintien. Essayer de maintenir ce club en haut. Donc voilà, c'est notre objectif cette année. Une victoire donc de l'équipe de la Jeanne. Faut-il peut-être le souligner également. Une cagnotte était à l'entrée du stade au bénéfice, pour ceux qui le souhaitaient, d'une opération pour la fille de Médéric Louise qui doit subir donc une intervention chirurgicale en métropole. Et donc la solidarité portoise, la solidarité des spectateurs, du COP et tout ça a fait, on l'espère, son œuvre et que tout se passera
plutôt bien pour la suite donc de cette délicate affaire. Médéric Luiz qui a évidemment tout notre soutien. Tu voulais passer un petit message? Surtout pour la solidarité pour ma petite fille, je remercie le COP, le staff, Jean-Max, les dirigeants surtout aussi. Donc voilà, je remercie tout le monde. Vous l'avez été, vous l'êtes toujours de la Ligue régionale de football, du staff technique, vous y collaborez toujours? Oui, j'y collabore toujours avec, sous la houlette du DTN Jean-Marc Nobilo. Donc à l'époque, à mon arrivée à La Réunion après mes études, j'ai été dans le staff des différentes sélections féminines avec M. Gangat Osman, CTR. Vous faites une différence entre les garçons et les filles? C'est la même façon de procéder, c'est la même approche? Non, il n'y a pas de différence. Comme on le répète souvent dans les regroupements, il y a un football, c'est un football, voilà, après qui est pratiqué par des femmes ou par des hommes. Mais après, effectivement, dans l'approche pédagogique qu'on a, nos éducateurs ou entraîneurs, c'est quelque peu différent parce que les dynamiques de groupe ne sont pas les mêmes et qu'il faut s'adapter aux différents publics. Nous, les hommes, on fonctionne très facilement en meute et si on a le chef de la meute avec nous, tout le reste suit. Chez les femmes, et là je rentre dans quelque chose de plus commun à la société, voilà, il y a des différences de caractère et ces choses-là à avoir. Mais après, en termes footballistiques à proprement dit, ce sont les mêmes exigences, ce sont les mêmes contrôles, ce sont les mêmes frappes, ce sont les mêmes dribbles, les mêmes arrêts pour les gardiennes. Donc non, c'est un football. Il y a un football et pratiqué par des publics différents. Enfin, différents en genre. En genre, on dira. Les résultats de cette deuxième journée du championnat de première division, c'est tout de suite et le classement évidemment. 18 buts ont été inscrits à l'occasion de cette deuxième journée du championnat. Un peu moins bien que lors de la première, avec 3 scores, 2 buts à 0, Saint-Denis Football Club Saint-Louisienne, Jeanne d'Arc 3 Bassins et Excelsior Sainte-Suzanne Tamponnaise 0, Saint-Pauloise 0. La Capricorne a battu le SDEFA 2 buts à 1 et puis l'AF Saint-Louis a perdu sur sa pelouse face à la Saint-Pierroise, les Cigognes l'ayant emporté sur le score de 4 buts à 0. Au classement, 3 équipes occupent la première place, la Saint-Pierroise, la Capricorne, le Saint-Denis Football Club, et puis derrière, on le voit, la Tamponnaise, les Marsouins et la Jeanne d'Arc, tout comme la Saint-Pauloise, sont avec 6 points. L'Excelsior et Sainte-Marie sont avec 5 points à la 8e place, et puis ferment la marche les équipes qui, après 2 journées, n'ont pas encore gagné. La moindre rencontre, on les voit, Sainte-Suzanne à la 10e place, ex-aequo avec 3 Bassins, la Saint-Louisienne, le SDEFA et la F Saint-Louis. Voilà l'essentiel de cette deuxième journée du championnat. Voilà donc pour ces résultats et classements de la deuxième journée. La semaine prochaine sera la troisième journée. On va conclure avec notre invité, Kevin Assati, l'entraîneur de l'équipe de Sainte-Suzanne. Kevin, donc on disait 2 matchs de défaite, mais pas de regret au niveau de la forme, au niveau du contenu, au niveau de ce que vous savez faire. La semaine prochaine sera la Tamponnaise que vous accueillerez. Est-ce que vous sentez un peu plus de pression après ce début de saison? Parce que les résultats, malgré tout, que vous le vouliez ou non, comptent. Hein. Est-ce que vous sentez un peu plus de pression aujourd'hui? Oui, la pression du résultat, c'est logique. C'est logique. C'est logique. Ouais. Les joueurs la ressentent, les dirigeants aussi la ressentent et nous la font sentir, c'est normal. Mais je le prends assez calmement parce que il faut qu'on continue à travailler. Donc dès ce soir, on a entraînement, on va travailler pour préparer au mieux ce match et accrocher un résultat, se rassurer le plus vite. Et prendre le bon wagon après pour le mois d'avril où un calendrier on va dire avec moins de têtes d'affiche théoriques nous attend et bon, il faudra aussi lutter contre les dynamiques qui sont déjà en place en ce début de championnat. On voit la Capricorne qui a fait 2 victoires en 2 matchs, on voit des équipes qui ont enchaîné sur des résultats positifs, donc eux ils seront en confiance. Nous de notre côté il faut se rassurer rapidement et reprendre confiance rapidement, donc par les résultats. Ça passera par les résultats et si on est en R1, ça passe par là, obligatoirement. Une belle expérience en tout cas pour une première saison en première division. On vous souhaite évidemment plein de réussites, de bons résultats. Ça viendra, de toute façon ça viendra. Il n'y a pas de raison que vous ne gagnez pas demain ou après-demain, mais ça viendra. Il faut juste être un peu plus
patient. La semaine prochaine, 3e journée du championnat. Voici le programme qui vous attend. C'est DEFA AF Saint-Louis, Saint-Pauloise Capricorne, Sainte-Suzanne Tamponnaise, on en parlait, Marsan de Saint-Leu Excelsior, Trois-Bassins Sainte-Marie, Saint-Louisienne Jeanne d'Arc et Saint-Pierroise Saint-Denis et Football Club Saint-Pierroise Saint-Denis Football Club. L'affiche de cette 3e journée, une Saint-Pierroise qui a tous les moyens, Kevin, de repartir sur un nouveau titre, ou alors ça va être plus compliqué d'après vous? On les joue qu'au mois de juin, je crois, donc je vais être assez valorisant pour eux. Oui, effectivement, la Saint-Pierrois, c'est la machine qui est au-dessus et qui va rouler sur tout le championnat, à mon avis. Des outsiders quand même, il y en a des équipes qui peuvent prétendre derrière. Oui, je pense, mais d'une manière générale, la Saint-Pierroise, le projet club, les jeunes sont tous champions dans leur catégorie. Dans l'équipe 1, on voit que ce sont des jeunes formés au cru. Après, avec le retour de Florentine Amapongol en plus, ça fait que ça donne une autre ampleur. Donc non, je pense que ça va être très, très compliqué de leur retirer quelques points ou de les faire douter, comme l'année dernière ils ont pu douter avec la très belle saison de la Jeanne d'Arc, par exemple. Eh bien, on va se retrouver nous la semaine prochaine, mardi à 19h40 pour vous parler de cette fameuse 3e journée. Merci Kevin. Merci à vous. Et bonne chance donc à vous et à l'équipe de Sainte-Suzanne dans ce championnat 2019. On se retrouve, je vous le disais, la semaine prochaine. Excellente soirée et à très bientôt. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièce détachée de toute marque.